Une nouvelle page se tourne pour Ascalon. Les vallées scintillantes avaient disparu, laissant place à un paysage terne et dévasté. La fournaise avait détruit le pays des Ascaloniens, mais pourtant, la guerre n'était pas terminée. Tant que les hommes tenaient debout, le royaume d'Ascalon survivrait, et la bataille contre les Tchars continuerait. Bienvenue dans ce nouveau chapitre de l'histoire de Thierry. Deux ans après la fournaise, en 1072 après l'Exode, Ascalon n'était plus que l'ombre d'elle-même. Certaines villes tenaient encore debout, comme Rhyn ou la cité d'Ascalon, mais le reste du territoire était devenu invivable pour les humains. Ces terres autrefois fertiles étaient désormais envahies par les Grolls rassemblés en tribus, les gargouilles qui s'étaient extirpées des catacombes, et autres dévoreurs à l'aiguille écarlate. Les Tchars, eux, étaient plus présents au nord du rempart, possiblement repoussés par les humains lors de la première offensive. Les Ascaloniens étaient donc dans une période de calme toute relative. Ce n'est pas pour autant que les hommes baissèrent leur garde. Le duc Baradin, notamment, avait pris place au nord du mur, sur la place Piquen, désireux de venger sa fille, Dame Altea, brûlée vive par les Tchars de la Légion de la Flamme peu de temps après l'invasion. Cette période de calme était pourtant quelque peu inquiétante, et tous redoutaient une nouvelle offensive Tchar. La troisième guerre des guildes terminée depuis l'invasion Tchar, Lakrit offrit son aide aux Ascaloniens, en envoyant un représentant du Blanc-Manteau, Zayn, aux portes de la cité d'Ascalon. Mais les vieilles querelles ne pouvaient être effacées si aisément, et si Rurik était prêt à accepter l'aide des chrétiens, le roi Adelbern, lui, refusait tout contact avec cet émissaire, préférant défendre seule sa nation que de s'unir avec ceux qui l'avaient combattu toute sa vie. La divergence d'opinion avec son fils allait même plus loin, puisque le roi prenait toujours une attitude défensive contre les Tchars, tandis que Rurik, lui, voulait prendre les devants. Car le responsable des malheurs des hommes, l'auteur même de la fournaise, Bonphase Brûlecrin, était introuvable. Et ne pas savoir où était Bonphase n'était clairement pas rassurant. Les rumeurs parlaient d'un rassemblement de Tchars au nord du rempart, en vue d'une attaque massive, et dont le but ultime était d'atteindre la capitale humaine. Et la chute de Rhyn entraînerait la fin de tout le royaume d'Ascalon. Afin d'avoir une vision précise de la situation et anticiper les mouvements de leurs ennemis, le prince envoya son avant-garde et effectua une mission de reconnaissance au nord du grand rempart nord, avec pour objectif de localiser Bonphase et son armée. C'est à partir de cette mission que les héros ascaloniens Devona, Menlo, Sin, Aidan et Eve se rassemblèrent sous l'étendard de l'avant-garde d'Ascalon pour suivre les ordres de leur prince. L'expédition les envoya dans les terres du Nord, jusqu'à trouver une colline surplombant une vallée remplie de Tchars, avec à leur tête l'ennemi juré d'Ascalon, le chaman de la Légion de la Flamme, Bonphase Brûlecrin. Les rumeurs étaient donc vraies, et cette armée était la nouvelle force d'invasion des Tchars, celle qui ferait ployer le genou aux Ascaloniens. Et le nouvel assaut contre le grand rempart nord semblait imminent. Il fut même précipité, lorsque Bonphase repéra les éclaireurs et lança la charge de son armée, forçant les Ascaloniens à fuir vers le rempart. L'armada de Bonphase était alors bien trop impressionnante pour les humains, forçant ces derniers à abandonner leur bastion pour se rassembler plus au sud, au fort Ranik. Les Tchars avaient une nouvelle fois conquis le rempart, et le temps jouait en la défaveur des hommes. Ces derniers devaient à tout prix repousser leurs ennemis en dehors de leurs terres, sous peine de voir leur capitale menacée. Les troupes de l'avant-garde s'organisèrent et prirent l'initiative d'attaquer les envahisseurs au rempart, les renvoyant là d'où ils venaient. Mais malheureusement pour eux, Bonphase n'était déjà plus là. Pire, lors de ces échauffourées, de nombreux Ascaloniens furent capturés et envoyés au nord de Surmia pour servir les légions Tchars. Et ça ne plaisait pas du tout à Rurik. Le prince, fidèle à sa nation et à son peuple, refusait catégoriquement de voir les siens prisonniers de ces bêtes brutales et sauvages.
Une nouvelle expédition au nord du rempart fut lancée, guidée cette fois-ci par le prince Rurik en personne. Rurik partit dans le territoire tchar afin de libérer les prisonniers de guerre avec l'aide des membres de son avant-garde. Enfin, en supposant qu'ils arrivent à le suivre, parce que Rurik avait un peu tendance à foncer tête baissée sur ses ennemis. Mais je m'égare. Rurik et ses hommes libérèrent tous les prisonniers qu'ils croisèrent dans les camps tchars sur leur route, dont Hérol, un membre de l'ordre des mages du sceptre flamboyant. Et celui-ci lui annonça une bien triste nouvelle. Les autres membres de son unité étaient retenus prisonniers dans les ruines de Draskir depuis plus de 2 ans, depuis la fournaise. Fou de rage, le prince fila vers le nord et se fraya un chemin vers l'ancienne capitale ascalonienne, afin d'y libérer les mages captifs. Mais ils furent rapidement rattrapés et encerclés par les tchars. Heureusement pour le prince, Draskir était autrefois une académie, et un réseau de portails magiques avait été mis en place pour la relier avec l'académie de Nolani, au nord de Rin. Ce qui est quand même assez pratique, vu que c'est à la capitale que Rurik souhaitait ensuite se rendre pour la défendre d'une éventuelle attaque. Mais avant de franchir le portail, Rurik tomba sur une ancienne relique perdue depuis plusieurs années, l'embouchure de la corne d'appel de la tempête. Cet artefact, datant du roi Doric, était censé démontrer la maîtrise des Ascaloniens dans les arts arcaniques, et une légende disait que les sons qu'elle produisait sauveraient un jour Ascalon. Là aussi, très bon timing que cette trouvaille, car si Ascalon avait besoin d'être sauvé, c'était bien le moment. Téléportés depuis Draskir vers l'académie de Nolani, Rurik et son avant-garde se frayèrent un chemin jusqu'au nord de Rin, et assistèrent à un spectacle effrayant. Rin brûlait. Le siège des Tchars était en cours, et la capitale du royaume était à 2 doigts de tomber. Abasourdi par cette vision cauchemardesque, Rurik mit tous ses espoirs sur la corne d'appel de la tempête. Il se rendit sur la colline cornue où se trouvait l'immense corne surplombant la cité. L'embouchure remise en place, il souffla de toutes ses forces, misant tout sur les vieilles légendes de son pays. Une pluie se mit à tomber, éteignant petit à petit les flammes qui ravageaient la cité et annihilant complètement la magie des chamans de la Légion de la Flamme. Les forces tchars étaient affaiblies, il était temps de frapper. Rurik se précipita pour sauver son peuple et engagea le responsable de cet assaut, Bonphase Brûlecrin en personne. Les 2 adversaires se firent face et s'affrontèrent. Au terme de ce duel, la volonté du prince fut plus forte, et Bonphase s'écroula sur le sol, lâchant son dernier soupir. Rin était sauvée. La cité était en grande partie détruite, mais tant que des Ascaloniens foulaient encore ses rues, elle survivrait. Les humains célébrèrent leur victoire, et le roi Adalbern en personne rejoignit son fils pour le féliciter. Le roi vit en ce sauvetage un signe des dieux. Il avait la certitude que la guerre contre les Tchars allait tourner en leur faveur, mais Rurik n'était pas de cet avis. Après l'expédition menée dans les territoires tchars, le prince était devenu lucide. Ceci était une guerre qu'il ne pouvait gagner, et plus que leur terre, c'était le peuple ascalonien qu'il souhaitait sauver. Leur seul espoir était désormais de traverser les cimes froides et se réfugier en Crite. Il s'agissait là du dernier désaccord entre le prince et son père. Fou de rage et aveuglé par sa haine envers les chrétiens, Adalbern bannit son propre fils, reniant Rurik en tant que prince et en tant que fils. Le point de non-retour était franchi. Rurik rassembla les Ascaloniens désireux de le suivre dans son périple et quitta ses terres, son foyer, son royaume. Déshérité, renié, Rurik était prêt à abandonner son titre, son père et son pays derrière lui pour assurer la survie de son peuple. Et ceux qui avaient pris la décision de le suivre le voyaient toujours comme leur héros, comme leur prince. Ils étaient devenus les réfugiés d'Ascalon, prêts à entamer ce voyage sans retour vers une nouvelle terre d'accueil. Pour rejoindre la Crite, il fallait néanmoins traverser les cimes froides. Autrefois, cela n'aurait posé aucun problème, étant donné la bonne entente entre Deldrimor et Ascalon, mais les nains étaient désormais en pleine guerre civile. Le sommet de pierre, guidé par Dagnar Crâne de Pierre, infestait les routes principales de la région,
s'attaquant à tout voyageur osant traverser les montagnes enneigées des cimes froides. Mais rien ne pouvait atténuer la résolution de Rurik. Le salut de son peuple se trouvait de l'autre côté de ces vallées glaciales, et il était trop tard pour faire marche arrière. Le roi Jalis Martelfer de Deldrimor honora l'alliance ancestrale qui liait son peuple avec les humains d'Ascalon, leur permettant d'emprunter la route serpentant vers l'ouest, tout en les mettant en garde contre la menace des nains de Dagnar. Les réfugiés entreprirent donc la traversée du passage de Borlis, sous une tempête de neige, allumant les fanaux disposés sur le chemin et bravant de nombreux dangers, comme les tribus sauvages de centaures ou les attroupements de nains du sommet de pierre. Une rude traversée qui déboucha aux gorges de Grobel, où ils furent accueillis par le frère du roi, Breknar Martelfer. Une petite halte avant d'entamer la dernière ligne droite, les menant jusqu'à la porte de Givre, à la frontière de la Crite. Mais l'immense porte ancestrale était désormais contrôlée par le sommet de pierre, et toute la région était férocement gardée par des nains lourdement armés. Cette deuxième partie du voyage fut beaucoup plus éprouvante pour les Ascaloniens. Combattant les nains, les minotaures et les éteints, Rurik et son avant-garde défendirent les réfugiés au péril de leur vie. Et leurs efforts furent enfin récompensés lorsque les humains atteignirent puis empruntèrent la porte de Givre, ouvrant la voie vers leur destination. Et ils vécurent heureux et eurent beaucoup de petits Ascaloniens. Bon, j'espérais pouvoir changer cette partie d'histoire, mais ça ne marche pas comme ça. Alors que le prince Rurik retenait les nains du sommet de pierre, permettant ainsi aux réfugiés de franchir la porte, leur chef, Dagnar Crâne de Pierre, fit son apparition en haut d'une colline, surplombant le champ de bataille. Et autant être honnête, il n'appréciait pas du tout la tournure des événements. Les derniers réfugiés passés, Rurik reprit son souffle, ce qui est tout à fait normal après avoir enchaîné les nains les uns après les autres. Mais Dagnar voulut faire payer cet affront aux humains. Il déclencha une avalanche qui se dirigea droit sur le prince, l'engloutissant sous la neige en un instant. Incapable de bouger, Rurik exhorta son avant-garde à continuer sans lui, afin de guider son peuple vers la Crite. Ainsi fut donné le dernier ordre du prince Rurik d'Ascalon. Dagnar vint à sa rencontre et, sans éprouver la moindre pitié, lui asséna le coup fatal. Le cœur lourd suite au décès de leur prince, les réfugiés ascaloniens atteignirent la porte de Crite et furent accueillis par le Blanc-Manteau. Le justicier Ablion leur ouvrit les portes de l'Arche du Lion, et des terres leur furent même léguées, amenant les Ascaloniens à fonder la colonie d'Ascalon, au nord de la Crite, dirigée par le capitaine Vengré. Ce petit village était tout ce qu'il restait des femmes et des hommes qui avaient suivi Rurik dans son exode, et désormais ils pouvaient panser leurs plaies et se remettre de leur chagrin. Mais les héros de l'avant-garde ne purent se reposer longtemps. Le Blanc-Manteau avait besoin de leur aide. Car la Crite avait elle aussi des défis à surmonter, et un nouvel ennemi avait pris forme sur les rivages de ces terres. Des morts-vivants assiégeaient les côtes, et les hommes d'Ablion recrutaient toute l'aide possible pour contrer cette étrange menace. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Ça y est, on est lancé. Nous avons couvert ici la première partie de l'histoire de Guild Wars Prophecy. Je ne peux plus faire marche arrière maintenant. J'espère que ce récit vous aura plu. Dans le cas contraire, je compte sur vos retours pour améliorer les épisodes suivants. Vous l'aurez remarqué, l'histoire est plus détaillée par rapport au cycle précédent, mais c'est dû au fait que l'on dispose de tous les détails possibles et inimaginables en jeu. C'est même plutôt résumé en fait. J'essaie encore de trouver un équilibre entre tout raconter et résumer. N'hésitez pas à me donner des retours là-dessus. On se donne rendez-vous pour le chapitre 18 pour continuer cette histoire. Portez-vous bien jusque-là et à très bientôt. Salut!
Je l'ai trouvé! Le sceptre d'or! Ah, grâce à Dwaina, nous l'avons trouvé les premiers. Si les morts-vivants s'en étaient emparés... Hâtons-nous. Il faut mettre ce sceptre à l'abri. Cela vaut mieux. Les morts-vivants! Ils nous attaquent! Ils ne doivent pas s'emparer du sceptre. Rejoignez le temple de la tolérance! Vite! Apportez le sceptre au confesseur d'Oriane! Nous tenterons de retenir les morts-vivants. Mais... Allez-y! Et disparaît, imbécile, plus vite. Moi, j'ai tout mon temps. Bientôt, je récupérerai le sceptre d'or. Tout se déroule comme dans la prophétie.